Bonjour et bienvenue à cette édition du 20 février 2026 d'Info.tvc. Cette semaine à l'émission, le 6 du Bas-Saint-Laurent reçoit un prix. On parle aussi de renouvellement de bail. Il y a aussi un jeune homme de Cause-Abscal qui va courir 230 km. L'équipe senior de Cause-Abscal, le Bar Laser, sera en finale. Mais tout d'abord, on va à l'agenda culturel. C'est maintenant l'heure de votre agenda culturel de la semaine. On se dirige tout d'abord du côté de Diffusion Mordicus. Il y aura Stéphane Archambault qui vient présenter ses chansons le 27 février. Ensuite, le lendemain, le 28 février, il y aura la famille Leblanc qui vient nous présenter de la musique traditionnelle. Du 20 au 22 février se tient la fête hivernale de Saint-Damas avec plusieurs activités dont la raquette, de la tire sur neige, un tournoi de hockey et bien plus. Le rallye de motoneige du Lacombe aura lieu demain, samedi, le 21 février. Les inscriptions sont de midi à 13h à la salle multifonctionnelle et le départ est à 13h15 suivi d'un souper pizza et d'un souper spectacle. Du 27 février au 1er mars se tiendra le carnaval de Saint-Moïse avec une foule d'activités. Pour les fans de musique métal, le 27 février à Val-d'Irène, Metal Agora présentera les groupes Vortex, Deported et Alvar. Toujours le 27 février, ce sera le traditionnel mini beach party des grands amis à la salle communautaire d'Amqui. Maintenant, du côté du cinéma Figaro à l'affiche du 20 au 26 février, il y aura le film d'animation Lydia et le vaisseau des tempêtes qui prend l'affiche. Pour les jeunes sportifs, il y a encore le film d'animation Goat qui est à l'affiche. Le suspense Crime 101 prend l'affiche, mettant en vedette entre autres les acteurs qui incarnent Hulk et Thor dans les Avengers. Les aventuriers voyageurs présentent aussi le film de voyage Dubaï et Oman. Pour consulter les heures de diffusion ou pour toute autre information, consultez la page Facebook du Cinéma Figaro ou le site web. Si vous avez des activités culturelles à nous partager, vous pouvez nous écrire par courriel à journaliste@tvcmatapedia.com. Le 6 du Bas-Saint-Laurent a reçu le prix décarbonation de l'Association pour la santé publique du Québec suite à des changements dans les gaz anesthésiants qu'ils utilisent. Donc, nous nous sommes entretenus avec la docteure Chloé Pelletier pour avoir plus de détails sur le sujet. Bonjour, docteur Pelletier. Merci vraiment beaucoup de nous accorder un petit moment pour nous parler. J'aimerais ça d'abord savoir qu'est-ce que ça représente pour vous et votre équipe là, de recevoir le prix de décarbonation de l'Association pour la santé publique du Québec. Mais c'est évidemment un grand honneur. Là. On a travaillé vraiment très, très fort sur le projet dont on va parler là, dans les prochaines minutes. Là. Oui. Fait qu'on est vraiment très fiers. Puis je pense que ça amène beaucoup de motivation aussi aux équipes là, pour continuer dans ce genre de projet-là en développement durable. Oui. Puis là, vous, ça affectait les gaz anesthésiques. Donc, quand on parle de décarbonation des pratiques anesthésiques, là, ça veut dire quoi exactement? Oui, fait que donc le prix de carbonation qu'on a reçu, c'est pour les projets là, qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Fait que nous, de notre côté, ce qu'on a fait là depuis le début de l'hiver 2024, là, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour avoir des pratiques là au bloc opératoire qui étaient plus durables, parce que on sait que les gaz anesthésiants sont vraiment très, très polluants. Là. À l'échelle mondiale, là, on parle de 3 millions de tonnes de dioxyde de carbone par année. Okay. Qui vont être émis par les gaz anesthésiants, puis 80% de ces gaz, de ces de ces émissions-là sont par le desflurane en tant que tel, donc un gaz en particulier qui est utilisé là dans nos salles opératoires un peu partout. Puis c'est un gaz qui est beaucoup incriminé par différents endroits, là, dont en Écosse, en Europe et tout ça, ils veulent vraiment comme le retirer parce que justement, il est très polluant là, en tant que tel. Fait que nous, notre objectif, c'était de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour amener la même qualité de pratique, la même facilité aussi d'utilisation pour nos anesthésiologistes, mais tout en respectant un peu plus l'environnement puis tout ça. Fait qu'en tant que tel, si on peut faire un comparatif, c'est qu'il y a deux grands gaz qui sont principalement qui sont utilisés en anesthésie. Donc, il y a le desflurane, comme je disais, qui est très polluant. Donc, lui, dans le fond, pour 1 heure d'utilisation, c'est comme l'équivalent de faire, je vais faire des références locales, là, donc c'est comme se déplacer entre Rimouski et Québec en auto, puis ça reste dans l'atmosphère plus de 10 ans.
OK? Versus son équivalent, qui est le sévoflurane, c'est comme faire Rimouski, Saint-Fabien, pour ceux qui connaissent le coin, mais ça reste à peu près 1 an, là, dans le fond, là, dans l'atmosphère. Fait que c'est évidemment beaucoup moins polluant, puis ça reste moins longtemps là, dans l'atmosphère aussi. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont la même utilité clinique. Il n'y a pas de désavantage à passer du desflurane au sévoflurane. C'est vraiment le même usage. Pour l'usager, ça va pas faire rien de dommage. Il n'y a pas d'effet secondaire ou quoi que ce soit là, qui serait différent. Fait qu'au niveau clinique, là, c'était des équivalents. Puis en plus, le sévoflurane, on permet de réduire les coûts. Fait qu'on permettait de réduire là, les émissions de gaz à effet de serre quand même de beaucoup, puis en même temps de coûter moins cher finalement là, au système de santé. Donc c'était ça principalement notre approche. OK. Donc, le gaz qui est moins polluant est aussi moins dispendieux, si je peux comprendre? Exactement. Ouais. Fait qu'il est moins dispendieux. Fait que ça, c'est quand même très avantageux. Puis, on a été aussi sur un troisième volet qui est le protoxyde d'azote, qui est un autre gaz en tant que tel, comme un porteur, si on peut dire, qui est utilisé. Puis, lui, il est beaucoup gaspillé dans le fond dans les canalisations. Fait que ça, c'était beaucoup de sensibiliser là, les équipes plus au niveau des infrastructures pour que le gaz là, soit mis avec une bonbonne là, directement à la table d'anesthésie pour pas que ça soit gaspillé dans les canalisations dans les hôpitaux en tant que tel. OK, fait que c'est plus comme plugger dans le mur, là, comme on voyait. Oui, c'est ça. Là. OK, fait que vous avez la bonbonne directement. Parce que le problème de plugger dans le mur, c'est qu'il y a à peu près 80% du gaz qui est perdu dans le mur. Okay. Alors que si on le plug directement en bon français, à la table d'anesthésie, on n'a pas ces pertes-là, fait qu'on économise énormément d'argent, puis on gaspille évidemment beaucoup moins là, parce que ce gaz-là, le protoxyde d'azote, là, l'autre gaz, on parle d'une heure d'utilisation, c'est comme l'équivalent là, Rimouski-Rivière-du-Loup en auto, mais c'est 150 ans dans l'atmosphère, fait que c'est vraiment très très long avant que l'environnement puisse l'éliminer. Ouais. OK. Donc, pour la sécurité des soins, l'impact sur le patient, il n'y a vraiment rien qui change. Là. Non, exactement. Mais c'est sûr que tout ça a été discuté avec les anesthésiologistes. C'est des recommandations qui viennent, entre autres, de l'INES, là, donc, et aussi de la Société canadienne des anesthésiologistes là, qui était d'accord avec ce changement de pratique-là. C'est sûr que c'est des choses qui n'étaient pas nécessairement connues si on remonte il y a quelques années, mais maintenant qu'on est au courant, c'est un peu gênant de continuer d'avoir ces pratiques-là. Là. Effectivement. Donc, comment les anesthésistes ils ont pris ça, ce changement-là? Est-ce que ça, dans le fond, ça n'a pas modifié leur méthode de travail du tout? Là? Au début, pour certains, oui. Tu sais, il reste qu'il faut tout changement de pratique, il faut essayer de voir qu'est-ce qui est possible de faire, ce serait quoi les alternatives, être sûr que tout le monde soit d'accord, soit sur le même chapitre, là, si on peut dire. Fait qu'au début, on avait plus été vers une approche de règles, de restrictions, là, qu'on appelle là, dans le jargon, là, pour essayer de vraiment cibler des patients en particulier qui, eux, auraient besoin du fameux gaz, là, admettons le desflurane. Mais finalement, au fil des mois, se sont rendus compte que finalement, le changement de pratique était déjà enclenché par toute la sensibilisation qui avait été faite, là, pas juste par nous, là, mais tu sais, tout ça pour dire qu'il l'utilisait déjà presque plus, fait qu'on a pu continuer là, dans les démarches et carrément le retirer de l'ensemble du CIS. Fait que c'est surtout ça qui est intéressant par rapport aux autres CIS là, ailleurs au Québec, là, c'est que nous, vraiment, dans nos 6 blocs opératoires au Bas-Saint-Laurent, il n'y en a plus de ce gaz-là, là, le desflurane. OK. Donc là, on parle aussi d'une économie d'environ 106 800 $. Est-ce que c'est depuis 2020 ou c'est une économie qui est annuelle? Oui, c'est ça, c'est depuis 2020, puis ça correspond à une réduction là, de 38 là, dans le fond de la consommation de gaz anesthésiant. Puis ça, c'est selon les chiffres là, surtout de l'année dernière. Puis comme je disais, on a commencé les travaux en 2024, là, mais c'est surtout dans la dernière année que ça a vraiment beaucoup progressé là, comme projet. Fait que je m'attends que le prochain bilan soit encore plus encourageant, en fait, là, puis que ça continue, évidemment. Là. Est-ce que c'était vous, à Rimouski, qui étaient comme les pionniers un peu de ce projet-là? Puis c'est une pratique qui a été aussi adoptée plus par d'autres CIS au Québec?
Ben c'est sûr que le pionnier, je dirais que c'est le CHUM là. Fait que c'est vraiment un centre qui est très inspirant. On a aussi, ben nous on fait partie d'une communauté de pratique là en soins durables là qui s'appelle Propulsion Éco-Soins. Fait que évidemment ils nous ont beaucoup aidé les anesthésologistes ou les autres spécialistes dans ce domaine-là de la communauté de pratique. Fait que ça se fait dans d'autres centres, mais c'est sûr que là que tout un CIS au complet ait fait une transition, c'est ça qui est un peu nouveauté, si on peut dire. Puis l'autre élément que j'ai pas mentionné, c'est que pour ce qui est du sévoflurane, ce qui fait, il est moins cher que le desflurane, mais il y a aussi qu'on a paramétré dans les tables d'anesthésie d'emblée que le débit soit moindre là. Fait que normalement, il était plus utilisé, je vais vous donner des chiffres, là, mais à 2 litres par minute de débit. Puis là, on l'a réduit à 0,5 litres par minute de débit, tu sais, comme d'emblée. L'anesthésiologiste peut toujours décider de changer ça, mais on sait que c'est suffisant finalement pour le patient, ce débit-là, pour une grande majorité. Fait que vous comprenez que on utilise beaucoup moins de gaz aussi, tu sais. Puis ça aussi, on l'a comme paramétré partout. Fait que tu sais, c'est ce genre de petites choses-là qui font que notre projet est quand même novateur, là. Okay. Donc, j'imagine que la quantité dépend de le type d'opération, la taille, le poids de la personne et tout. Là. Donc, j'imagine oui, c'est sûr. Moi, je suis pas anesthésologiste, mais il y a plein de paramètres. Puis, tu sais, on s'assure toujours que le clinicien, l'anesthésologiste dans la salle d'opération donne des soins d'excellente qualité. Là. Fait que c'est sûr que toutes ces étapes-là ont été vérifiées avec la chef de département d'anesthésie et tout ça. Là. Fait que, mais oui, c'est ça. Il y a toujours cette liberté-là. Super. Y a-t-il aussi, si on parle de développement durable comme ça, y a-t-il d'autres pratiques que vous souhaitez rendre durables aussi dans les prochaines années? Bien, on a déjà mis en place certains projets là, qui sont quand même assez intéressants, je trouve. Là. Donc, on a partagé des campagnes comme du papier de table d'examen, en as-tu vraiment besoin? Fait que les gens sont peut-être pas au courant, là, mais le papier de table d'examen, par exemple, quand ils vont dans un bureau de clinique externe, bien, il sert pas à grand-chose là en tant que tel. Tu sais, si on est dénudé, ça pourrait être intéressant d'avoir un piquet ou quelque chose qui serait lavable, mais quand on est habillé, c'est comme s'asseoir dans une chaise de salle d'attente. Fait que tout ça pour dire que c'est faire une campagne pour sensibiliser autant les patients que les cliniciens à pas gaspiller ce papier-là là, de table d'examen qui finalement sert pas grand-chose, puis qui remplace pas la désinfection, bien évidemment. Là. Fait que ça, on a fait des campagnes de sensibilisation à ce propos-là. On a déjà fait aussi des campagnes pour les gants là, chirurgicaux, pour évidemment que ça soit utilisé au bon moment quand c'est recommandé par la prévention et contrôle des infections, mais que ça soit pas non plus utilisé à outrance. Fait que ce genre de projet-là qu'on a déjà mis en place. On a sensibilisé aussi les cliniciens à utiliser plus la télécopie infonuagique, par exemple, au lieu de faire du papier, là, tu sais, ou d'envoyer les bons vieux fax, là, mais ça se fait par comme courriel, si on peut dire. Fait que ça réduit le papier. Puis on a des projets qui sont en cours pour la pharmacie, dans le fond, là, pour que ça soit plus vert. Puis ben là, je peux continuer, là, mais dans le fond, on en a énormément d'autres projets c'est pas ça qui manque, là, dans le fond. Donc, là, pour terminer, personnellement, vous, qu'est-ce qui vous motive à vous impliquer dans ce genre d'initiative-là? Bien, c'est sûr que c'est mes enfants. C'est dans le fond l'avenir, là, s'assurer qu'on essaie de faire du mieux qu'on peut pour avoir une pratique qui est exemplaire, tu sais, qui est à la fine pointe de la technologie, qui est conforme aux normes et tout ça, mais tout en protégeant l'environnement, parce que l'un va pas sans l'autre. C'est sûr que si on n'a pas une pratique durable, ben c'est difficile. En tout cas, je trouve que c'est difficile à justifier. Fait que quand on voit un projet comme celui-là, mais c'est sûr que c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire là pour améliorer nos pratiques là, pour le bien des patients et évidemment des futurs patients. Parfait. Bien, merci beaucoup, Dr Pelletier. J'allais vous appeler Madame Pelletier, Dr Pelletier, de nous avoir accordé cette entrevue-là. Puis, y a-t-il une manière de suivre ces développements-là, ces développements durables-là, de savoir qu'est-ce qui se passe, quels gestes ont été apportés? Ben, il y a, dans le fond, il y a les communications là par le comité de pilotage du développement durable du CIS. Fait que ils vont partager justement certains bons coups, certaines choses qui concernent plus le public là. Mais c'est sûr que les patients qui ont un intérêt en développement durable peuvent en parler avec leurs cliniciens. Puis à ce moment-là, ça va peut-être allumer quelques petites étincelles, puis de voir qu'est-ce qui est possible de faire pour soi-même aussi là, avoir des soins plus durables là.
ça peut être intéressant. Puis moi, j'en discute évidemment là avec les professionnels de la santé là dans notre CIS. Là. Ouais. OK, super. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est maintenant le temps des avis de renouvellement de bail. On se demande toujours, est-ce que le montant demandé est trop élevé, oui ou non? Donc, j'ai décidé d'inviter quelqu'un du comité de logement BSL afin de nous en parler. Donc, bonjour Thomas. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien, et toi? Super. J'aimerais ça commencer par te demander, est-ce qu'on observe beaucoup de fortes hausses de loyer présentement au Bas-Saint-Laurent? Est-ce que vous avez beaucoup d'appels à ce sujet-là? Oui, on reçoit beaucoup d'appels. Je dois vous avouer, ma boîte vocale, j'ai regardé tantôt, puis elle est à 2 appels d'être pleine. Là. OK. Oui, il y a beaucoup de demandes. Les hausses, oui, sont élevées au sens où, quand on regarde, pas tant dans la période de renouvellement, mais d'année en année, finalement, au Québec puis au Bas-Saint-Laurent, de combien les loyers ont augmenté. À la grandeur du Québec, c'est 10%. Là, à Rimouski, je vous donne un exemple, là, ça a été 14% l'année dernière. Donc, on est au-delà des indices qui sont suggérés par le tribunal administratif du logement. Puis une raison pour ça, c'est justement parce que les hausses qui sont proposées sont élevées. Les locataires connaissent pas nécessairement leurs droits, donc acceptent. Donc, bref, oui, puis on le voit là, statistiquement, là, des 14%. On devrait pas se rendre jusqu'à là si les taux suggérés par le TAL, là, le tribunal administratif du logement, sont de 3,1%. OK. Puis c'est quoi l'erreur la plus fréquente que les locataires font quand ils reçoivent un renouvellement de bail? C'est ça, je dirais l'erreur la plus fréquente, c'est de croire en fait soit on l'accepte, soit on s'en va. Puis c'est ça, c'est que en fait, c'est qu'il y a un formulaire comment je pourrais dire ça? Dans le formulaire où est-ce qu'on envoie l'avis de renouvellement de bail, il faut qu'il soit inscrit les 3 réponses des locataires. Donc, j'accepte la hausse et je reste, je refuse la hausse et je reste, ou bien je vais déménager à la fin de mon bail. Donc, tu sais, c'est pas pour rien non plus que les locataires ne le savent pas nécessairement. C'est que, tu sais, s'ils reçoivent une feuille qui leur donne pas l'option de refuser, ils vont penser qu'ils ont juste 2 options, mais c'est l'obligation du propriétaire de mettre vraiment les 3 options. Puis, bref, je l'ai expliqué un peu dans les options qui existent, là, mais c'est très clair dans la loi. Les locataires peuvent refuser une hausse de loyer et demeurer dans leur logement. Donc, refuser la hausse et renouveler le bail, là, suite à ça, c'est vraiment au propriétaire de s'adresser au tribunal administratif du logement pour faire valider un peu ce que lui croit, si sa hausse, il croit qu'elle est justifiée ou non. Là, il va falloir qu'il sorte les factures, etc. au tribunal. Puis, en dernière instance, c'est le tribunal qui va dire en effet, t'as demandé trop, donc on baisse, ou bien, bref, c'est ça. C'est le tribunal qui va calculer la vraie hausse. OK. Puis ça, c'est le propriétaire qui doit faire la demande. Donc, le locataire, lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il refuse la hausse et décide de rester. Et le propriétaire, lui, doit aller au tribunal pour pouvoir justifier sa hausse. OK. Puis comment on fait pour savoir si la hausse proposée est raisonnable? C'est ça. Mais il y a un outil de calcul que j'inviterais les gens à utiliser. Là. C'est le site locataire.info-calcul. Puis, grosso modo, il y a quelques informations à rentrer dans l'outil. Puis, l'outil nous donne une estimation qui fait qu'on peut se dire, mettons qu'on est à 2 $ de différence, on peut se dire, probablement que c'est que le propriétaire n'a pas proposé une hausse abusive. Mais là, si on voit qu'on est à 20-30 $ de différence, mais là, à ce moment-là, on a un peu la puce à l'oreille que, je pense que ce qu'on s'est fait proposer, c'est trop élevé. OK. Puis, il
il y a des critères là, d'augmentation de hausse des loyers, donc on peut pas se faire augmenter pour n'importe quelle raison. C'est les critères en gros, là, il y a un pourcentage de base qui est appliqué au loyer. Cette année, c'est 3,1%. À ça, on peut ajouter des variations des taxes municipales, des taxes scolaires, puis de la prime d'assurance du propriétaire, puis finalement les travaux majeurs. Donc, s'il n'y a pas eu de réparation majeure dans son immeuble, dans son logement, la hausse devrait ressembler à 3,1%. Fait que, tu sais, si en fait tout est resté pareil, puis on se fait augmenter de 6% ou de 5%, mais tu sais, il y a quelque chose de pas normal, puis c'est normal de comme, d'aller demander à son propriétaire, tu sais, bref, qu'est-ce qui justifie ça? Fait que, en grosso modo, c'est ça. Il y a le site locataire.info. Sinon, on peut s'adresser au tribunal administratif du logement qui ont eux-mêmes un service d'information juridique ou nous appeler aussi au comité logement Bas-Saint-Laurent. On offre des ateliers de calcul de hausse des loyers, mais malheureusement, on va pas dans la vallée de la Matapédia cette année. Mais vous le faites en ligne aussi, je pense, hein? Oui, on va en faire en ligne plus fin mars, début avril. Mais c'est ça, à défaut de nous déplacer, on prend les appels que les jeunes... Okay. S'il y a des appels, on va les recevoir puis on va donner l'info comme on peut au locataire. OK. Est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent jouer aussi dans la hausse de loyer, comme si l'électricité est fournie ou pas, si la bâtisse est plus récente? Donc, qu'est-ce qui peut... Y a-t-il quelque chose qui peut jouer là-dedans? Oui, en fait, c'est ça, il y a eu une modification à la loi, là, donc cette année, à partir vraiment de cette année, le type de chauffage va pas avoir une influence sur le taux de base. Avant, c'était le cas, non chauffé, c'était 5,9. L'année dernière, chauffé, je pense que c'était 5,1. Mais là, cette année, c'est tous les logements au Québec, là, indépendamment de comment c'est chauffé, sont à 3,1%. Puis pour les nouvelles bâtisses, les nouveaux logements, en gros, c'est que il y a une petite différence, là, c'est que si dans les 5 dernières années, en fait, c'est si le logement est neuf depuis 5 ans, ou il a été reconverti en logement depuis 5 ans, okay. Le tribunal ne peut pas se positionner sur la hausse. Fait que, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que si moi j'ai un logement qui a été construit il y a 2 ans, dans lequel je vis, j'ai mon bail, les hausses qu'on va me suggérer, je suis obligé de les accepter. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention, là, entre autres, là, si j'emménage dans un logement puis je me dis, regarde, là, en ce moment, il est à 900, mais il devrait rester autour de ça. Pour un nouveau logement, c'est pas vrai. Puis c'est quelque chose qu'on critique là, en tant que comité logement. C'est cette idée-là aussi que plus qu'on construit, plus que ça va baisser les loyers. Cette réglementation-là qui fait en fait qu'il n'y a pas de réglementation là, pour les 5 premières années. C'est une des raisons qui nous fait croire que il faut plus que juste construire. Là, il faut de la réglementation qui est solide puis qui est capable de contrôler les loyers. Puis je trouve ça important de le dire aux locataires. C'est pas tout le monde qui le sait. Là. Ouais. Surtout qu'il parle vraiment de construire beaucoup de logements dans les prochaines années. Donc, ça peut être à surveiller de ne pas se faire attraper par un logement neuf à prix plus bas que... Finalement, la hausse est beaucoup plus importante que ce qu'on pensait. C'est en plein ça. Ouais. Puis, en fait, c'est peut-être un argument aussi de dire le locataire, mettons, ça fait 10 ans, 15 ans qu'il est là, puis là, il faut que je l'augmente plus parce que les loyers autour, ils ont tout augmenté. C'est quelque chose qu'un locataire peut demander, qu'un propriétaire peut demander. Parce que, mettons, quand ça fait longtemps, souvent, notre hausse est toujours au minimum. Donc, mettons, je sais pas moi, on paye 800$ pour un 4,5, mais ils sont tous à 1200$ autour. Il peut-tu décider d'augmenter de plus, mettons, un 200$? Oui, c'est ça, mais il peut le proposer. C'est de la manière que ça fonctionne. C'est ça, c'est que le propriétaire, il envoie l'avis de renouvellement, il propose des modifications, puis ensuite, c'est au locataire de refuser. Ouais. Donc, légalement, c'est pas un critère. OK. Donc, en gros,
le tribunal, quand il va faire le vrai calcul, là, si on se rend au tribunal, il va jamais accorder une hausse parce que les loyers autour sont plus chers. OK. Comme je l'ai dit, c'est sur le pourcentage de base, c'est sur les taxes foncières, scolaires, etc., puis sur les travaux. Fait qu'il n'y a pas de critères qui sont reliés au marché autour. Là. OK. Mais on voit que des propriétaires s'essaient puis envoient des augmentations de loyer sur cette base-là. Fait que c'est là que c'est important de connaître ses droits, en fait, pour dire comme, ben regardez, non, là, c'est pas applicable, là, puis... Fait que, tu sais, l'affaire qui est plate aussi, c'est ça, c'est que si le locataire l'accepte, ben là, le loyer est fixé à ce montant-là, puis l'année prochaine, ben le taux, là, mettons, qui est de 3% ou de 4%, mais il va partir de ce montant-là, fait que ça fait des hausses qui sont de plus en plus élevées. Donc, ouais, réponse rapide, non, c'est pas un critère d'augmentation qui est valide, le marché. Ouais. Puis, mettons que le propriétaire aussi impose des rénovations à son locataire. Dit, bon, moi je vais mettre des fenêtres neuves, fait qu'il va falloir que je t'augmente de 200 $ par mois. Tu sais, donc, on parle. Je dis n'importe quoi, là, mais est-ce que c'est quelque chose qu'il a le droit de faire, d'imposer des rénovations à son locataire et d'y augmenter son loyer en fonction des rénovations? Oui, c'est possible. Dans le fond, c'est la manière que la loi est faite, c'est que le locataire n'a pas à se positionner sur le bien fondé des rénovations. Donc, on n'aurait pas le droit en tant que locataire de dire ben moi, je trouve les fenêtres sont encore bonnes. Fait que, tu sais, je refuse la hausse. Donc, c'est plate de même. Tu sais, si le locataire, tu sais, mettons, là, je sais pas, le propriétaire il décide de mettre un plancher en diamant, là, tu sais, j'exagère, là, mais tu sais, le locataire, il serait obligé de l'accepter. Ouais. Par contre, c'est ça, c'est qu'il faut que les réparations aient été faites dans la dernière année civile. Là, fait que là, on est en 2026, les renouvellements sont pour juillet 2026, mais tu sais, il faut que les rénovations aient été faites puis facturées en 2025. Fait que le propriétaire peut pas dire « je vais t'augmenter » parce que je vais faire des rénovations en 2026, c'est plutôt l'année prochaine qu'il va faire les rénovations. Puis c'est parce que c'est sur présentation de facture, tout ça. Okay. Il ne peut pas décider, wow, ça va me coûter à peu près 20 000. Fait c'est ça. Puis dans le nouveau règlement, là, dans le nouveau calcul de hausse des loyers, c'est 5% de la rénovation qui va aller dans la hausse de loyer. Okay. Donc, si je sais pas, là, c'est pour le faire facilement, là, si j'ai une rénovation qui a coûté 100 $, mais mon loyer va être augmenté de 5 $, mais dans l'année. Fait que ça va faire 5 $, mais divisé par 12 parce qu'on paye son loyer à chaque mois. Okay. Fait que ce que ça veut dire, c'est que le propriétaire, il va se rembourser 5% de sa rénovation en un an. Donc, ça peut donner une idée, là. C'est-tu divisé par le nombre de loyers aussi? Parce que... Ou c'est... Ah, ben, il calcule par... OK, ouais. Il va diviser, mettons... exemple, il a changé 4 fenêtres sur ce loyer-là. Il va prendre le montant des 4 fenêtres, puis 5% sur 12 mois dans... OK. Je dois être comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ça dépend, là, tu sais, ça vient technique, là, mais tu sais, ça peut donner une idée, tu sais, quand même, de dire... C'est pas vrai que parce que j'ai une réparation de 20 000 que mon loyer est augmenté de 100 $. Là, non. Des fois, le ratio il est un peu plus petit que ça. Puis ça dépend, en fait, est-ce que la rénovation est sur mon logement seulement ou sur l'ensemble de l'immeuble? Ouais. Fait que j'ai pas à payer pour la fenêtre de mon voisin. Ouais. Mais si c'est le toit qui est refait, mettons, mais ça concerne l'immeuble. Donc là, l'augmentation, ben, en tout cas, l'apport qu'il peut faire d'augmentation, là, elle va être divisée sur le nombre de logements. Okay. C'est ça la différence. Puis je le dis encore dans l'optique de c'est pas parce que ton propriétaire fait des grosses réparations que ton loyer doit être augmenté de 500, 200 $ ou des affaires de même. Ouais. Quand on le divise sur 5% puis qu'on le divise sur 12 mois, tu sais, ça fait des montants qui sont vraiment plus petit. Là. Fait, encore une fois, gardez ça en tête. Okay. Donc, dans ces cas-là, quand
un propriétaire il dit il y a eu des rénovations, je t'augmente plus, on peut peut-être aller refuser pour aller au TAL pour avoir un calcul qui a du sens, j'imagine. Ouais. En plein ça, en plein Parfait. ça. C'est ça. C'est un droit que les locataires ont. Puis tout ça, ça doit se faire sans préjudice, là, tu sais. Fait que ça aussi, c'est clair dans la loi, là. C'est pas parce qu'on fait valoir nos droits qu'on doit subir des conséquences ou du harcèlement ou du chantage à cause de ça. Parce que justement, je voulais t'amener vers ça. Donc, est-ce que le fait de contester peut mettre en danger la relation que tu as avec ton propriétaire? C'est peut-être ça que les gens ont peur un peu aussi. Là. Ouais, mais c'est ça qui est malheureux, c'est qu'en fait, la réponse, c'est oui. On le voit que ça arrive, mais c'est illégal. Ouais. C'est juste qu'après, c'est aux locataires de faire valoir que, d'essayer de faire punir le propriétaire qui a eu des comportements, justement, harcelants ou du chantage. Des fois, ça peut aller, on couper le chauffage, des affaires de même. Ouais. Ça, c'est illégal. Mais l'affaire, c'est que ça arrive dans les faits. Fait qu'il faut savoir se protéger, il faut connaître nos droits, faut savoir comment réagir. Comme c'est illégal, c'est toujours possible d'envoyer une mise en demeure, d'ouvrir un dossier au tribunal pour qu'on demande que cesse le harcèlement. Puis ça, c'est pas facile à faire tout seul quand on quand on se sent tout seul dans cette situation-là. C'est un peu pour ça que nous, on existe, là. C'est dire, déjà de savoir de connaître l'information que c'est illégal de faire ça, ça peut nous donner de la motivation après de parler au téléphone avec moi ou avec un agent du TAL qui dit, vous avez des droits. C'est toutes des choses qui peuvent motiver les locataires au final. Puis dire que c'est ça, vous êtes pas tout seul dans cette situation-là, puis que vous avez des droits, puis que vous avez un bail aussi, fait qu'il faut que le propriétaire vous le respecte. Oui, effectivement. Si jamais tu avais un mythe à défaire là, sur les droits des locataires, là, ce serait lequel? Je pense que ce serait celui-là, là, vraiment, que cette idée-là que on n'a pas, on va pas faire valoir nos droits parce qu'on a peur des conséquences qui viennent avec, là. C'est un mythe, mais c'est aussi une réalité, là, un peu comme je l'ai dit. C'est pas facile faire valoir ses droits, mais je pense qu'il faut qu'on vive dans une société où est-ce que comme le minimum des droits qu'on a, ils soient respectés. Là. Puis c'est pas pour rien que ces choses-là sont écrites dans la loi. C'est parce que, faut pas que ça soit la loi de la jungle, la loi du plus fort, où est-ce que comme parce que mon propriétaire a plus d'argent que moi, dans le fond, il peut me faire subir tout ce qu'il souhaite. C'est pas vrai. Puis on en accompagne des locataires qui se rendent au tribunal puis qui gagnent leur cause parce que, comme je l'ai dit, c'est noir sur blanc dans la loi là, que l'exercice de ces droits, refuser une hausse, tout ça, ça doit se faire sans conséquence. Donc, je sais pas si ça répond bien, si c'est un mythe, mais je dirais que c'est la leçon la plus importante, je pense que moi, je retire de ça. OK. En terminant, là, c'est quoi les services qui sont offerts par le Comité Logement Bas-Saint-Laurent, puis aussi comment on fait pour vous contacter, pour vous suivre? Là, Oui. Absolument, c'est ça. On est comme on est un organisme qui a comme deux missions. Là, fait qu'on fait de l'action collective, de la revendication, fait qu'on porte la voix des locataires puis on essaie de mettre en lumière ce qui fonctionne pas dans le droit, dans les règlements qui concernent les locataires, mais aussi de manière plus générale. Qu'est-ce qui fait que le logement, en ce moment, on a une crise? Donc, on a des propositions politiques, mettons un registre des loyers, augmenter le parc de logement, l'apport de logement social dans le parc de logement pour faire en sorte justement qu'il y ait des logements qui soient à l'abri des hausses abusives. Donc, on a ce volet-là, puis ensuite, on a le volet d'aide aux locataires, d'information juridique. Fait que ça, on a une ligne, c'est 418-725-4483. Les locataires peuvent nous appeler, laisser un message pour leur poser des questions vraiment d'ordre juridique, là, de dire, regarde, là, j'ai un problème puis je veux que mes droits soient respectés. Il y a ça.
Sinon, sur Facebook ou sur notre site Internet, ils peuvent laisser des questions. Tu sais, en gros, OK. c'est moi qui le fais, là, le service. Là, fait que je regarde un peu tout ce qui passe. Puis pour être tenu au courant de ce qu'on fait, on a une infolettre. Donc, à chaque mois, on envoie une infolettre où est-ce que mais on commente l'actualité en logement, mais aussi on annonce des choses, comme si on s'en vient dans votre coin pour faire un atelier de hausse des loyers ou pour présenter un film qui va avoir une discussion par après. Tout ça, c'est annoncé dans notre infolette. Puis ça, pour s'inscrire, vous pouvez nous envoyer un courriel comitélogementbsl@gmail.com ou aller sur notre site Internet puis nous envoyer aussi un message sur notre site Internet. Notre site Internet, c'est la même chose, comitéBSL.com. Puis je dirais que c'est la meilleure manière d'être tenu au courant. Là, on fait pas des petites infolettes, là, je l'annonce. Là, on met beaucoup de détails, mais tout est là vraiment. Tant nos positions sur l'actualité politique comme des informations, des invitations à venir à des événements, tout est là. Peut-être même qu'il y a des propriétaires bienveillants qui pourraient vous contacter pour s'assurer de ne pas abuser de ces locataires sans le vouloir. Non, mais c'est ça la différence, c'est qu'on a... Oui, on est vraiment un groupe pour les locataires. Fait que, les propriétaires peuvent s'adresser au tribunal administratif du logement, le service d'information juridique qui est pour les deux. Mais nous, on a un petit on a un petit biais. On est vraiment un groupe de locataires pour les locataires. Super. Ouais. Merci beaucoup, Thomas. Ben, il n'y a pas de souci. Bonne journée. Merci de m'avoir invité. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Un jeune homme originaire de Cause-Abscal a décidé de parcourir 230 km à la course pour soutenir la cause de l'Alzheimer et du cancer. Nous l'avons avec nous, en fait, en visioconférence. Bonjour, Justin. Bonjour, Carl, ça va bien? Oui, très bien, toi. Yes. Oui, merci. Premièrement, c'est de où t'es venu l'idée de courir de Rivière-du-Loup à Cause-Abscal? C'est quand même une bonne ride, là, on va dire. L'idée du défi vient d'une amie, en fait, là, dans mes débuts, quand je commençais à courir il y a environ 2 ans. La personne m'a dit en blague, là, hey, maintenant, tu vas être capable de faire ça, Rivière-du-Loup, Cause-Abscal. Puis, ça a un lien quand même symbolique, là, cette route-là, puisque c'est ce qui rejoint la ville aussi que j'habite jusqu'à mes racines, où ma famille est. Donc, c'est un parcours que je connais très bien. Je fais en auto, je trouve ça long en auto. Ouais. Donc, ça va être le fun à faire à la course. Ouais. Ah, j'avoue qu'il y a des bouts qui sont un peu longs entre Rivière-du-Loup et Cause-Abscal. En fait, c'est surtout entre Rivière-du-Loup et Saint-Fabien. Là, je trouve que des fois, c'est plate un peu. Bon, peu importe. On parle pour parler. Tu cours pour l'Alzheimer et le cancer. Pourquoi tu as choisi ces causes-là, en fait? Je pense que c'est tes grands-parents. Hein? Exact, c'est des causes qui me tiennent très à cœur. J'ai perdu mon grand-père il y a 9 ans du cancer. Ça, c'était du côté de ma mère. Il s'appelait Raymond Dubé, puis il a combattu un long cancer là, pendant quelques années pour finalement décéder par la suite. Là. Mais il a tenu bon tout le long, il est passé par la chimio, puis il s'est combattu. C'est un grand-père que t'aimais beaucoup, j'imagine. Ben, on aime tous nos grands-parents, mais t'étais proche de ton grand-père, j'imagine. Oui, exact. Je le voyais pas énormément souvent puisqu'il habitait, lui, dans le coin de Terrebonne, en ville. Mais quand on montait le voir en famille, là, j'étais super heureux, puis on avait super un bon lien. OK. Puis l'Alzheimer, ça vient du côté de notre grand-mère, je pense. Hein? Exact, c'est ça. Ma grand-mère, Marielle Dufour, du côté de mon père. Puis ça, c'est une maladie qui m'a vraiment, vraiment marqué toute ma famille, en fait. Là, puisque c'est très difficile pour la personne qui a la maladie, mais aussi pour l'entourage, là, puisque ça m'arrivait souvent d'aller voir ma grand-mère puis qu'elle ne se rappelait pas j'étais qui, donc c'est fois, très malheureux. Des fois, il pense que t'es quelqu'un d'autre, puis où il pense que c'est vraiment pas évident. Hein? Ouais. Comment est-ce que ta famille a réagi à cette initiative-là? C'est quand même une très bonne course, là, 230 km. Là.
Ah, c'est sûr qu'ils ont resté surpris, mais ils commencent à s'habituer, là. L'année passée, moi, ça fait pas très longtemps que j'étais dans le domaine du sport, là. Mais l'année passée, je leur ai arrivé avec l'idée que j'allais couvrir un 170. Là. C'est une course que j'ai faite en juin passé. Fait que, ils ont eu des doutes, mais ils ont cru en moi. Ils sont là toujours derrière moi, ils m'encouragent. C'est sûr qu'ils restent surpris parce que c'est des défis de très grande ampleur. Mais ils restent derrière moi et ils me supportent là, du début à la fin. Là. Fait que, ils réagissent très bien. Tu fais ça, j'imagine, pas d'une traite, là. Tu dois faire ça tu dois dormir à maner là-dedans ou quelque chose. Et quand même, sinon, ça serait beaucoup d'heures de course. Honnêtement, c'est une course qui va durer environ 32-36 heures. Là. Sur de l'ultra-distance comme ça, on sait jamais à quoi s'attendre. Il peut arriver plein d'imprévus. Donc, je me set un range de temps. Mais l'objectif derrière ça, c'est de le finir. Mais honnêtement, il n'y aura pas grand dodo. Okay. J'estime, sur la durée de 230 km, j'estime dormir environ peut-être 30 minutes gros max. Là. Ah ouais, c'est bon. C'est un peu comme un ultra trail, mais sur le bord de la 132, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est un ultra marathon, puis c'est sous un non officiel événement. OK. Est-ce que tu te serais imaginé, il y a quelques années, faire un défi de cette ampleur-là? C'est sûr que non, là, si on recule, j'en parle beaucoup sur mes réseaux. Là. J'ai quand même eu une jeunesse marquée par, je dirais, l'excès. On s'entend que l'adolescence, c'est pas toujours facile. Puis j'ai passé par des consommations comme beaucoup l'alcool, je partais avec mes amis, on faisait la brosse, j'ai fumé de la vapoteuse, cigarettes, du cannabis de temps en temps. Donc ça faisait pas partie de mes habitudes du tout, là, pratiquer le sport d'endurance. Puis comment les gens peuvent-ils contribuer, dans le fond, à ta cause? Il y a plusieurs façons. Ça peut être autant en partageant, en donnant aux sociétés dont l'Alzheimer et le cancer. Les liens de collecte de fonds vers les pages sont sur mes réseaux. En m'encourageant avec des mots. Peu importe. Jusqu'à maintenant, ça va très bien. Les gens sont vraiment derrière moi. Puis j'ai beaucoup d'encouragement. Puis ça aide énormément. OK. Est-ce que ton objectif, c'est plus la sensibilisation ou c'est vraiment la collecte de fonds en tant que tel? Je pense que je dirais un mélange des deux, puisque l'effort physique, l'activité physique, c'est quelque chose qui va contrer les maladies. Exemple, l'Alzheimer, ça va garder... je suis pas très calé dans ces connaissances-là, mais après avoir m'en renseigné un peu, je sais que ça va aider pour la santé mentale, l'effort physique. Là. Donc, ça va combattre ça un peu. Puis, la collecte de fonds, c'est sûr que sur le cancer, c'est axé sur la recherche contre le cancer et l'Alzheimer pour des services au niveau du Bas-Saint-Laurent. Donc, j'aimerais ça aider d'autres familles là, à ce niveau-là. OK. C'est quoi en fait, les fonds, c'est à quel organisme exactement que tu vas envoyer ça? C'est à la Société canadienne du cancer, okay. Donc au niveau du Canada. Puis pour l'Alzheimer, c'est à SABSL, de la Société d'Alzheimer du Bas-Saint-Laurent, la maison mère à Matane. Oui, c'est ça. D'ailleurs, j'ai eu une entrevue avec eux dernièrement pour la semaine de la prévention pour l'Alzheimer. Donc, okay. Aussi, là, c'est quand même un ultramarathon. Comme on dit, c'est 230 km que tu veux faire avec peu de dodo. Donc, comment qu'on se prépare à une course comme ça? Ça doit être quand même beaucoup de choses à préparer. Oui, honnêtement, là, je suis bien encadré. Moi, j'ai un coach de Sherbrooke. Donc, au niveau de l'entraînement, c'est de son côté qui gère ça. Puis, on a une bonne communication. Donc, ça demande énormément d'entraînement. De ma plus grosse semaine, on parle quasiment d'un 20 heures. Beaucoup de courses. Je fais aussi natation, vélo pour faire d'autres types d'entraînement pour éviter les blessures. Derrière ça, il y a quand même une grande logistique. Là. Il va y avoir un véhicule qui va me suivre. J'ai eu un commanditaire de Didier Dodge Chrysler d'Amqui. Une commandite, un véhicule. Je vais avoir 5 amis et ma blonde dans le véhicule qui vont m'assister tout le long. Ils vont me ravitailler. Ils vont traîner ma nourriture parce c'est sûr qu'on mange des longues distances comme ça. On n'a pas le choix. Des vêtements de rechange. Donc, il y a une grande logistique derrière ça. Puis, ça va être ça. J'ai vraiment hâte que ça s'en aille. Puis j'imagine aussi qu'il faut que tu prépares beaucoup de styles de vêtements parce que là, on est en février, donc des fois, le jour, il fait plus chaud, la nuit, il fait vraiment très froid. Fait qu'il va falloir que tu te changes souvent, j'imagine. Oui, c'est ça, exact. Là. Je suis quand même très, très, très bien équipé. J'ai investi beaucoup au niveau des vêtements, puis de matériel de sport, là, puisque je mets beaucoup de temps dans l'entraînement. Là, puis c'est quelque chose que je vise dans le futur.
pas vivre du sport, mais etc. Là. Je veux pas trop sortir du sujet. Ouais. Mais c'est ça, on parle de beaucoup de types d'équipements, là, manteaux, plusieurs couches de manteaux. Puis j'estime changer mes vêtements environ 40 km là, pour rester au sec. OK. Puis là, as-tu un événement au départ ou tu fais ça assez discrètement ou c'est un peu non officiel, c'est un peu plus discrètement, mais CIMT TVA vont être là pour me faire une entrevue au début, pour annoncer le départ, puis il va y avoir quelques gens au départ, mais c'est pas plus officiel et style événement là, que ça. C'est à quelle heure que tu vas partir le 20? Mon départ est à 7h le vendredi matin, 20 février. OK. Donc là, c'est quoi les plus grands défis que tu anticipes pendant cette course-là? Honnêtement, je pense que ça serait la fatigue puisque j'ai un travail quand même demandant. Là. Je travaille à Fermont, donc des gros chiffres de 12 heures. Puis je viens de revenir mardi cette semaine. Là, on est présentement jeudi lors de l'enregistrement. Donc je suis quand même fatigué. J'en reviens d'une semaine de nuit. Donc je pense que l'enjeu, j'en reviens de 2 semaines de nuit en fait. Là. Je pense que l'enjeu va être la fatigue. Mais je suis prêt à surmonter ça. Puis le froid aussi va être un enjeu, c'est certain. Mais je me suis entraîné beaucoup dans le froid, donc j'ai fait en sorte d'être habitué. Puis le mental dans ces épreuves-là, faut mettre ça numéro 1. Là, c'est très important. Là. Puis là, pourquoi tu as choisi de faire ça en février puis pas attendre au mois de mai, mettons? Y a-tu un challenge de plus que tu t'es mis ou t'as-tu une préférence? Oui, c'est sûr. Je suis quelqu'un qui aime ça vraiment repousser mes limites. Là. Donc, c'est sûr que ça fait partie d'une raison de je veux faire ça en hiver, ça monte l'ampleur du défi, ça devient plus difficile. Donc, c'est quelque chose que j'aime, là, repousser mon corps. Puis, tout simplement parce que j'ai beaucoup d'événements dans l'été, donc ça donnait pas plus loin dans l'été. Là. Okay. Puis, si on veut t'accueillir à l'arrivée à Coupe-d'Abscal, est-ce qu'on peut se suivre d'une manière quelconque sur tes réseaux sociaux, quelque chose pour savoir vers quelle heure que tu vas arriver? Oui, bien sûr, là, sur mes réseaux, là, jeudi le 18, mercredi le 18, j'ai partagé une vidéo avec un lien et puis je vais la repartager lors du départ. Sur ce lien, c'est possible de me suivre en direct. C'est super simple, tu appuies sur le lien puis tu appuies sur une écriture voir en bleu. C'est possible de me suivre en direct exactement où je suis. Puis la ville de Côte-d'Abscal, ma mère en fait plus précisément, là, ma mère elle organise un genre de petit événement pour m'accueillir rendu à Côte-d'Abscal. J'estime arriver samedi entre 15h et 19h. Là. OK. Tu t'attends à faire environ combien de kilomètres à l'heure? C'est dur à dire en kilomètres à l'heure parce que surtout que on parle de ma stratégie avec ça, c'est de faire des 10 km suivi d'une pause de 5-10 minutes, dépendant. Je me suis fait moi un tableau exactement à tel kilomètre, c'est une pause de telle minute pour être super précis. Puis c'est dur à dire avec les pauses, mais j'estime en kilomètre-heure, à la course, on calcule ça beaucoup plus en minutes du kilomètre. Ouais, mais je pense en kilomètre-heure, ça doit donner quelque chose comme 7. Je ne veux pas dire de bêtises. Okay. En moyenne, 7 environ. Fait que tu ferais une pause à toutes les heures et demie environ, là, ou heure et quart, heure et demie. Là. Ouais, exact. Heure et quart, heure et 10. Ouais, OK, parfait. Fait comme ça, on va te suivre sur les réseaux sociaux. On va essayer d'aller te voir à l'arrivée. Peut-être qu'on pourra faire une entrevue à ce moment-là, puis on surveille ça. Bien sûr, merci beaucoup. Merci beaucoup, Justin. L'équipe de hockey Bar-Lazare de Côte-d'Abscal s'en va en finale de la Ligue senior Est du Québec. Je me suis entretenu avec Maxime Charret, qui est un joueur de l'équipe, pour savoir un peu, en fait, faire un retour sur la saison et aussi voir comment ils entrevoient un peu la finale. Donc, on s'en va voir ça. Maxime, vous vous rendez dans la finale de la Ligue senior Est du Québec. Donc, vous avez... en fait, j'aimerais commencer par comment évaluerais-tu la saison régulière du Bar-Lazare jusqu'à maintenant? Ben, c'était une super belle saison à plusieurs niveaux. On a eu très bel engagement à commencer l'année des commanditaires après une saison plus ardue. C'est ce qu'on redoutait, que les commanditaires ne voulaient pas rembarquer. Finalement, honnêtement, ça a super bien été. Au niveau des joueurs aussi, durant la saison morte, on a travaillé fort avec plusieurs joueurs pour rapatrier une équipe qui va avoir du succès sur la glace. Je pense qu'à date, ça paraît cette année. Même à la saison régulière, ça a super bien été. Puis en série, ça va super bien. Fait que
vraiment content de la saison, puis de l'engagement des boys aussi, là, c'est super important de le dire. Là, tous les boys ils ont eu un bel engagement cette année. Là, ouais, l'équipe a vraiment l'air d'avoir une belle dynamique cette année. L'équipe était quand même 4e au classement là, à date de fin janvier environ. Est-ce qu'on considère ça un succès de s'être rendu en finale comme ça? Oui, parce que, tu sais, 4e, je pense que ça paraît pire que ce que c'est. Parce que jusqu'au dernier match de saison, on se battait pour la 3e place, la première place de la division contre les Vikings de Chandler, justement. Matane de Montgély ont eu du succès en début d'année, mais c'était quand même serré au classement. On a gagné contre toutes les équipes, je pense. C'était une saison quand même assez... on a eu quand même beaucoup de beaux matchs, plus de difficultés sur la route. C'est ce qui nous a fait mal durant notre saison, mais en toute somme, là, oui, vraiment une belle saison quand même. Qu'est-ce que tu penses qui pourrait justifier, quelle raison tu penses que tu verrais qui fait que vous avez eu plus de difficultés sur la route, là, justement? C'est une bonne question, honnêtement, et je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Un des facteurs, il y a beaucoup de gens qui travaillent à l'extérieur, qui sont à Québec, qui sont au Nouveau-Brunswick. On avait de la route. Cette année, on jouait aussi dans la division dans le fond, contre Chandler et Gaspé. Un peu plus de route. Les joueurs arrivaient peut-être un petit peu moins près. À un moment donné, je pense que c'est devenu peut-être un peu un pattern. Ça nous jouait dans la tête. On est sorti de ce pattern-là. On est vraiment contents. J'aime mieux que ça arrive en saison régulière qu'en série. Là. Aussi, vous avez remporté votre série là, en 3 parties là, contre les Corsaires de Forillon. Qu'est-ce qui fait la différence selon toi dans la série? Puis qu'est-ce qui a fait que vous avez eu un succès comme ça contre les Corsaires? Je pense encore une fois, il y a plusieurs facteurs. Parce que si on regarde la série là, après avec un pas de recul, le premier match et demi, on a perdu le premier match. Puis après, je pense, 2 périodes, ou en tout cas une moitié de match ici, à Causap, on perdait 2-0. Fait qu'on n'était pas à grand-chose. Une série de 2-3, c'est vite. C'était le temps qu'on se réveille, malgré qu'on avait quand même bien joué, mais Gaspé avait été opportuniste. Ils ont bien fermé en début de série. On était une équipe qui est quand même physique. Je pense qu'à la fin de série, ça commençait à se faire ressentir. Notre jeu physique, ça nous a créé de l'espace. Puis après ça, les gars, quand c'était le moment on va dire de la mettre dedans ou d'être clutch, ils l'ont fait. Fait que je pense que c'était un peu ça la différence au niveau même du coaching staff, au niveau de l'organisation sans farce. Là, cette année, là, on a une super de belle organisation. Je parle du coaching staff vraiment, là, autant Mathieu, coach en chef, Jason Caron, assistant, Yannick Bernier qui fait assistant coach puis qui fait aussi préposer l'équipement, puis Gilles Filion. T'sais, ces deux-là, Gilles Filion puis Yannick, là, je tiens à le souligner, là, on venait ici, là, après, on arrivait à un voyage de bus à 7h du matin, puis on venait reporter le stock, préparer le stock pour le lendemain. C'est des gros sacrifices, là, puis ça n'a même pas été une question dans leur tête s'ils le faisaient ou pas. Là. Fait que dans les finales comme ça fait des grosses fins de semaine. Ça fait vraiment des grosses fins de semaine. Fait que toutes les petites différences paraissent, puis sans farce, c'est ça qui a fait un petit peu la différence, je pense, au bout du compte dans cette série-là. Là. Aussi, contre les Vikings, vous avez gagné quand même en 4 matchs. C'est quand même plutôt impressionnant. Est-ce que vous avez établi des stratégies particulières suite aux observations, des fois peut-être pendant la saison, quelque chose comme ça? Oui, c'est sûr qu'on avait quelques observations. C'est ajusté en cours de route aussi. Chandler, c'est une équipe qui met beaucoup de pression. C'est une équipe qui sont intenses, qui sortent fort. Ils n'ont pas vraiment de match qui n'ont pas sorti fort quand même. Là. Fait que c'était surtout de contrôler cette tempête-là. Puis, de pas embarquer dans leur jeu, pas paniquer, puis jouer notre game, rester dans notre identité, c'était beaucoup ça, tu sais. On a quand même beaucoup de joueurs émotifs, fait que, tu sais, les joueurs ont super bien contrôlé leurs émotions. C'était vraiment ça notre speech, puis ça a fonctionné, là. Je vois plus au niveau comme... il y avait d'autres tactiques, là, mais plus au niveau général, là. Okay. Ouais. Est-ce que vous pensez avoir des ajustements ou des plans précis pour la finale? Ça dépend-tu de contre qui vous allez vous prendre? Parce que pour l'instant, on ne sait pas encore. Ça va être soit Montgély ou Matane. Donc, est-ce que vous avez des stratégies un peu? Oui, je pense que, tu sais, dépendamment de chaque équipe, on va s'ajuster, que ce soit une ou l'autre. Ça reste que... on garde, comme on a dit, on garde notre identité, on veut imposer notre rythme dans cette série-là encore. On va y aller match par match, on va s'ajuster. Puis on n'a pas de stratégie particulière, mais je pense que les gars, on a un rythme, on a un certain rythme. On veut garder ce rythme-là, puis continuer notre lancée. Là.
Si vous remportez la finale, là, qu'est-ce que ça peut faire comme différence pour l'équipe? Ça apporte-tu mettons pour l'an prochain, ça apporte-tu plus de commanditaires? Ça apporte-tu peut-être aller chercher des meilleurs joueurs? Quelle différence ça peut faire? Là? Je pense que c'est... Oui, c'est sûr que, tu sais, de gagner, tu sais, c'est de profiter de chaque année, comme on disait. Tu sais, l'an prochain, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Tu sais, on profite de cette année, on est vraiment... on pense pas tant à l'an prochain. C'est sûr que en termes plus si on y va avec une vision plus pour l'an prochain, ben oui, ça peut apporter plus de commanditaires parce que veut pas, comme l'an finale, on espère qu'il y ait du monde. Ça va quand même bien de ce côté-là, mais on espère qu'il y ait encore plus de monde en finale pour avoir l'aréna pleine. Fait que c'est sûr que les commanditaires, quand ils rentrent dans l'aréna est pleine, ben ils savent que c'est une belle visibilité pour leur entreprise. Souvent, ils aiment embarquer les entreprises. C'est du monde, surtout à Amkoui, c'est du monde souvent qui sont gagnants, qui sont compétitifs. Fait de voir une équipe gagnante, ils aiment plus embarquer dans ces types d'organisations-là. Ça reste que, en termes de joueurs de plus haut calibre aussi, généralement, ça attire d'autres joueurs parce que quand tu gagnes, généralement, tu attires des gagnants. Fait que souvent, c'est des joueurs de plus haut calibre. Mais encore une fois, on a plusieurs règlements, vu que c'est du senior qui est local. On peut pas aller piger un joueur, on va dire, de Québec ou whatever, là, comme on voyait autrefois, là, 10-15 ans. Là. Fait que c'est sûr qu'on reste quand même restreint, mais oui, ça peut attirer d'autres joueurs. Là. C'est sûr. J'imagine aussi qu'il y a des limitations, comme vous pouvez aller recruter, mettons, Jordan Caron ou de quoi, d'un ancien joueur de LHL qui habite dans la région. Là. Ben non, ça, il n'y a même pas de... Il pourrait. Je pense qu'il y a une couple d'années, il avait demandé, mais tu sais, il est dans ses affaires et c'est bien correct. Là. Mais c'est un exemple que je donnais. Ouais, là. c'est ça. Mais non, tu sais, on a déjà d'autres joueurs en tête, mais tu sais, dans le sens que présentement, l'équipe qu'on a, honnêtement, on n'a rien à dire dans le sens que on a vraiment une belle gang de boys. Tu sais, il y avait plusieurs qui se connaissaient pas. Ça a fait d'une shot. Dès le début de l'année, là, les gars se sont soudés. Puis on vient ici. Puis je pense que les gars, c'est une des raisons pourquoi ils sont impliqués. Ils ont du fun. Ouais. Sans farce, tu viens jouer au hockey parce que tu vas avoir du fun. Puis ça a été ça. Le jour 1, on a eu du fun jusqu'à présentement. Fait qu'on va continuer là-dessus aussi. Là. Ouais. Avant de terminer, j'aimerais savoir, c'est quoi ton meilleur souvenir de la saison? Y a-t-il un moment particulier qui t'a marqué là, cette année? Je te dirais, pas particulièrement, mais les voyages en Gaspésie, on a eu 2-3, des raids de boss, puis à l'hôtel aussi, sérieusement, c'est des beaux moments entre coéquipiers, dans le bus, on joue aux cartes, on compte des histoires, on rit, on arrive on joue le game, on est sérieux, on finit le game, les gars déconnent tout de suite, on va à l'hôtel. On est une équipe qui aime bien fêter, on va dire ça comme ça. On est une équipe c'est des boys quand même craqués dans la vie, fait que on a du fun sur la route. Là. Vous êtes quand même assez jeune en moyenne. Aussi, c'est sûr que, tu sais, en moyenne, là, je sais pas c'est quoi la moyenne d'âge, mais je pense qu'on tourne autour de 26-27 ans, le maximum. Là. Ça fait encore un peu le party. Là. Ouais, c'est sûr qu'il y a plus que l'équipe est jeune, plus que l'équipe est party. Mais non, je pense que une équipe de party, c'est bizarre à dire, là, mais ça nous a aidé là, pour créer des liens là, cette année. Ouais. Si on veut vous suivre dans la finale, là, ça se passe quand environ? Là, je sais qu'il n'y a pas encore l'équipe qui va. On ne sait pas encore contre qui vous allez jouer, mais est-ce que vous avez une idée quand même, ça se passe de quelle date à quelle date? Est-ce qu'on vous suit? Comment on fait? Oui, dans le fond, c'est sûr, il n'y a rien d'officiel. Normalement, ça commencerait la fête du 28 février au 1er mars. On ne sait pas ça va être quoi la formule encore, parce que dépendamment de l'équipe qui gagne, leur disponibilité de glace, il y a plusieurs facteurs qui font qu'on ne sait pas encore présentement. Je vous invite à nous suivre sur notre page Facebook. On laisse toujours les horaires sur la page Facebook. Vous pouvez les consulter, même à la radio. On fait des annonces radio avec tout le temps la semaine d'avant, avec les matchs qui s'en viennent. Fait que c'est deux créneaux qui peuvent facilement être, dans le fond, qui peuvent donner l'information aux dates de la finale. Puis, le site de la Ligue aussi, je pense qu'il donne les dates. Même qu'il y a un site Internet aussi. Sur Sportdo, je pense. En tout cas, on va chercher, on va le mettre en bas. On le mettra en lien, c'est ça. C'est bien correct. Fait que là-dessus aussi, tu peux voir, là, tu peux même voir les matchs en temps réel. Okay. Fait que des fois, il y a plusieurs qui me demandent, là, on peut-tu vous suivre? Y a-tu un live Facebook ou whatever? Il y a pas mal moins de live Facebook dans les arénas, là, contrairement aux années précédentes. Fait que c'est plus soit de venir en présence ou de suivre via Sportdo les scores en direct. Là. Fait que c'est pas mal ça. Parfait. Et comme ça, on en fait une entrevue quand vous allez gagner la Ligue. On espère. On parle pas trop vite, mais on espère. Merci beaucoup. Bien, merci à toi.
Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commercial et résidentiel. 418-629-INFO. C'est ce qui conclut cette édition d'Info.tvc. Avant de vous quitter, je veux vous dire que la relâche s'en vient et votre jeune ne sait pas quoi faire d'autre que faire du téléphone. Eh bien, nous sommes à la recherche de jeunes journalistes qui seraient intéressés à venir faire des reportages sur le sujet de leur choix, avec les invités de leur choix aussi. S'ils veulent avoir quelqu'un en particulier, un artiste qui vient de la région, quoi que ce soit, ils peuvent nous le dire d'avance. On va essayer de tout faire pour pouvoir faire une entrevue entre le jeune et la personne qu'ils veulent avoir en entrevue. Donc, vous pouvez nous écrire à journaliste@tvcmatapedia.com si vous êtes intéressé. N'oubliez pas que ce dimanche 12h30, il y aura un télé-bingo. On se revoit la semaine prochaine.